Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et hackers. Aujourd'hui, on va cibler une machine qui s'appelle Valentine, qui est, comme on voit ici, considérée comme facile. Effectivement, elle n'est pas très dure. Et elle est intéressante parce qu'elle utilise une des premières vulnérabilités qui a été associée avec un site web et un logo. Puisque maintenant, les grosses vulnérabilités, quand elles sortent, il y a du marketing autour avec un site web et un logo. Mais j'avoue que quand je l'avais fait, j'avais pas compris tout de suite l'indice dans le nom de la machine Valentine. Donc j'y étais allé avec sans a priori. Alors, comme toujours, pour commencer, on va lancer le scan and map pour voir les ports ouverts. Je vais vous montrer d'ailleurs juste après comment on fait pour chercher sur la chaîne AppSize les différents paramètres pendant que le scan and map tourne. Alors ouais, donc si vous voulez voir les différents, si vous cherchez un des thèmes qui a été abordé par AppSize sur la chaîne, eh bien il vous suffit d'aller sur la chaîne, donc AppSize, qui est là, et on a un petit bouton pour rechercher à l'intérieur de la chaîne, et donc si vous cherchez par exemple la vidéo qui parle de Nmap, on voit que c'est Drupal Guédon Coton. Et ça vaut pour tous les sujets, par exemple j'en avais fait une sur WordPress, etc. etc. Pendant que le scan and map tourne, ah bah il a déjà fini, dis donc. C'était rapide. Faut dire aussi que j'ai laissé que les 1000 ports les plus communs. Enfin, je vous montre aussi un autre site si vous souhaitez vraiment creuser en détail la commande nmap. Il y a un site sympa qui s'appelle Security Queens. Voilà. Qui est donc un site tenu par 3 hackeuses américaines. Et elles ont quelques articles sympas dans leur blog, dont un notamment sur le Nmap. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez creuser le sujet, à lire cet article. Alors, le scan map étant fini, on voit donc il y a 3 ports ouverts, 80, 443, 22. Donc comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, on commence toujours par le port 80 443, puisque c'est là où il y a le plus de choses intéressantes de nos jours. Donc on va essayer de ce pas d'aller voir ce qui traîne sur ces ports. Et on voit une belle image. Et j'avoue que quand j'ai fait la machine, dès que j'ai vu l'image, j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait utiliser. Mais faisons semblant, ou peut-être que vous n'avez pas encore compris quelle vue on va devoir utiliser. Donc faisons genre, on ne sait pas, et que le site web est un site web classique. Alors je vérifie, donc là on a regardé le port 443, on peut aussi checker le port, on a regardé le 80, on peut aussi checker le 443. On voit qu'il y a donc un certificat, on le voyait déjà avec le scan and map, hein, mais bon, vous pouvez checker les détails ici. Et on voit que ça renvoie sur le même site. Très bien. Donc, en général, dans les précédentes vidéos, une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est surtout si le site web n'est pas un vrai site web, on peut estimer que du coup il y a sûrement un service web, parce que sinon le port 80 ou 443 ne serait pas ouvert, qui tourne sur ces ports. Donc pour identifier ce service web qui n'a pas l'air d'être ouvert au grand public, puisqu'on tombe pas dessus en allant à la racine, il faut faire une recherche. Alors dans les précédentes vidéos, on a utilisé GoBuster, Deerbuster, et je vais en utiliser un troisième que j'utilise pas trop souvent, mais j'ai des collègues qui l'aiment bien, et peut-être que j'utiliserais plus souvent si j'avais pris l'habitude de... Si j'avais pas... Enfin, en gros, GoBuster satisfait mes besoins, donc j'ai pas trop creusé pour voir si Deer Search était plus intéressant ou pas.
mais on va l'utiliser aujourd'hui pour voir un peu. Donc ça s'installe avec un git clone. Je l'ai pas installé, hein. Du coup il faut que je l'installe vite fait. On va le faire ici. Et une fois que c'est fait, on va dans le répertoire dir search, comme c'est indiqué dans la note readme. Et ensuite il suffit de faire python 3 dir search -u l'url -e l'extension. Donc on va faire python 3 dir search -u et notre URL c'est celle-là, ou HTTP ou HTTPS, s'en fout. Allez, faisons HTTP. Bim. Alors, ouais, j'allais dire comment il sait quel dico utiliser. Bonne question. Alors, faisons un -L pour lui partir trop vite. Récursive, HTTP méthode. URL list, ah oui d'accord, ça c'est pour faire plusieurs URL d'un coup, extension list, word list, W, -W, donc je reviens sur ma truc, et je vais utiliser le dico qu'on utilise tout le temps, enfin j'utilise tout le temps moi en premier, celui-là de dirb qui est petit mais qui a vraiment la base de la base. Alors, c'est marrant, il prend pas la tabulation. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est bien ce fichier? C'est bien ce fichier. Je ne sais pas pourquoi la tabulation ne passe pas. Et à partir de là, il disait spécifier une... Bah, je vais relancer, mais je crois qu'il n'était pas content non plus. Ouais. Il veut des extensions. Il veut des extensions. Comme il marquait là, il faut absolument faire -e extension. Alors nous, on sait pas trop... Est-ce qu'on sait c'est quoi? Alors, on a du JPG, mais c'est pas trop ce qu'on va chercher. Est-ce que c'est du PHP 10.10? Eh ben, /index.php. Ouais, c'est bien ça, c'est du PHP. Donc on va dire, vas-y, si tu veux vraiment une extension, cherche-nous du PHP. J'ai déjà oublié, c'était un -e, -e. C'est mieux. Donc on voit que ça bombarde et qu'il trouve différentes choses. Ah, il y a un fichier de log d'erreur avec des belles couleurs, hein. Alors, du coup, il nous trouve pas mal de choses. Il nous trouve .hta, donc ça c'est un classique 403 qui se fait jeter. CGI bin aussi, ça c'est souvent dans la conf Apache par défaut maintenant. Ça jette l'accès à ces fichiers en direct puisque c'est pas censé être accédé en direct par des navigateurs web. Serveur statut, c'est un peu la même idée. On a le /dev qui redirige sur quelque chose et on a le index.php, donc ça c'était ce qu'on avait identifié là, j'imagine que le index c'est la même chose. On va commencer par le dev qui est redirigé sur quelque chose. Ouh, nous avons là deux fichiers. Le premier c'est une liste de to-do. Donc ça parle de décodeur-encodeur, ce qu'on a trouvé ici, décode-encode. Donc ça paraît être une bonne piste. Is only done client side. En effet, mettre des notes dans un point texte, c'est pas le plus efficace. Du coup, donc on sent que c'est une bonne piste, c'est encode et décode, mais avant on a un deuxième fichier analysé qui semble être une clé, puisqu'il y a le key dans le nom de fichier, et le fichier est en hexadécimal. Donc je propose de le télécharger. Comment ça marche? CTRL S, ça sera aussi bien. Et on va le mettre dans la machine Valentine.
voilà, alors on va continuer de creuser plus tard ce fichier, puisque ce qui semble intéressant c'est decode et encode. Donc allons voir sur ces fichiers, enfin sur ces URL pardon. /decode, on tombe sur secure data decoder, no data is stored on our servers. Et on a un lien vers le encode, donc si on trouvait celui-là, on aurait deviné l'autre. Et qui semble être l'opposé pour encoder décoder. Donc si par exemple je veux encoder Lisbeth Salander Rocks, your input, your encoded input, c'est juste du base64. C'est ça qu'ils appellent l'encodeur. Echo. Donc pareil, il y a déjà une vidéo où on parle du base64, donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne Axaz pour voir ça. Et en effet, c'est juste un truc qui encode en base64, super utile comme service. Et du coup, si je vais sur le décodeur et que je mets Tenflow, ça fait un truc chelou. Et si je mets du base64, ça rame. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Timeout, super. Ça a l'air de bien marcher. Bon, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on revient sur le fichier key pour creuser plus, soit on continue. Alors en fait, on va commencer par le fichier key et après je vais vous dire les différentes étapes que j'ai moi quand je fais un test d'intrusion. Donc le fichier key, on l'a mis ici, c'est ça. Donc on a dit c'est de l'exa. Donc ce que je vais faire, c'est que donc si on fait un cat, comme on l'a vu dans le navigateur web, ça l'affiche de cette manière-là. Et en fait, quand un fichier est codé, enfin un fichier est affiché de manière hexadécimale de cette manière, il y a un moyen simple de le reconvertir en binaire, qui va utiliser la commande xxd. Alors xxd, c'est comme vous voyez ici une commande qui permet de jouer avec de l'hexadécimal. C'est assez utile dans pas mal d'occasions, hein, notamment si on veut afficher, tiens je vais vous montrer, si on prend l'image du site à la racine, sur index. Ah mais il est mort, il est caput. Ça l'a tué qu'on ait utilisé son service des codes. Ping 10 79. Où c'est qu'on voit si la machine est up ou pas? Bon. Ah bah c'est carrément potentiellement ma connexion internet qui est en train de mourir. Ok, bon. Là ça semble revenu. Donc je vais pouvoir voilà, télécharger l'image. Et du coup on peut revenir sur le décode qui avait déconné, vérifier si c'était juste parce que j'avais perdu ma connexion internet. Ce qui est rare hein, quand même de nos jours de perdre l'internet. Ouais c'est bien ça. C'est juste un décodeur de base 64. Très bien, et donc ce que je voulais vous montrer sur le xxd, si on prend le fichier image omg.jpg, si je fais xxd omg.jpg, vous allez voir donc le contenu hexadécimal de l'image, ce qui est donc pratique dans de nombreux cas. Et vous pouvez jongler, convertir un binaire en ASCII printable et vice versa. D'ailleurs ça correspond un peu, enfin c'est un peu la même idée que le base 64, sauf que le base 64 il fait de l'encodage, alors que là c'est du brut, c'est-à-dire que on prend la valeur binaire mais affichée en hexadécimal, et on met ça dans un fichier texte, et vice versa, quand on a un fichier comme hype.case où on a l'hexadécimal qui est affiché,
et on veut retrouver le binaire à partir de ce code hexadécimal, et bien il suffit de faire xxd-r-p. Alors -r c'est pour reverse et -p c'est pour plain text si je dis pas de bêtises. On peut vérifier ça ici. -p il est là, voilà plain. Et -r revert. Et donc si je fais ça et je le mets dans un fichier qu'on va appeler hype.key, si je fais un file de ce fichier hype.key, il me dit ah c'est une clé privée RSA, donc on l'a bien mis au format binaire comme le fichier original. Cool. Donc vu que c'est une clé privée RSA, et bien on va si on l'utilise, on devra mettre chmod 600 dessus, sinon si on l'utilise dans le cadre du SSH, sinon le SSH sera pas content. Donc je mets un chmod 600 sur cette clé. Ok, le problème c'est que on n'a pas de nom d'utilisateur, donc je vais quand même essayer de l'utiliser en tant que route, on sait jamais, hein, vu que c'est une machine facile. 79, et je vais mettre -i pour dire que j'utilise cette clé. Donc là je prends comme hypothèse que l'administrateur du site a mis donc a laissé par inadvertance sa clé SSH privée dans un dossier public, et que du coup comme on avait le port SSH ouvert sur le scan and map du début, potentiellement je peux me connecter en tant que route avec cette clé si l'administrateur ou l'administratrice a configuré le service SSH pour se connecter avec une clé sans mot de passe. Qu'est-ce que ça nous répond? Pas grand chose. Ah, il faut une passe-phrase. Donc on pourrait essayer de la brute forcer, comme c'était le cas dans la vidéo travers exec, si je ne m'abuse. Mais on peut aussi faire autre chose. Donc dans la vraie vie, en fait, là j'aurais lancé le brute force d'un côté, j'aurais continué à faire autre chose. Mais comme moi je sais que c'est pas la bonne solution pour le brute force, je le fais pas et je continue sur autre chose. Donc quand je fais un test d'intrusion, donc une fois que j'ai fait le scan and map, je vais mettre dans ma to-do list, creuser donc le 443, le 80, le 22. Et quand on a du 443 dans la to-do list, quand on dit creuser ce service web, donc on va creuser tout ce qui est niveau applicatif web, mais on va creuser aussi le SSL. D'ailleurs ça vaut pour tous les ports ouverts qui sont tagués comme SSL / quelque chose. Du coup, comment ça se creuse le SSL? Bon, il y a un paquet d'outils aussi, mais je vais utiliser SSL Scan parce qu'il est déjà installé par défaut sur Kali. Et donc il suffit de faire SSL Scan, et je crois qu'on met l'IP, ça suffit. 79, voilà. Et donc il scanne en fait, pourquoi on le fait ça? Souvent dans quasiment 95% des pentests, il y a toujours un cipher autorisé qui est déconseillé niveau SSL. Donc c'est pour rappeler au client de faire bien attention à la configuration SSL parce que c'est pas simple. Et au passage, il vérifie une grosse vulnérabilité. La fameuse grosse vulnérabilité qui est liée à l'image qu'on a vue et qu'on voit ici en rouge. Il vérifie si Heartbleed fonctionne. Et Heartbleed fonctionne sur cette cible. Donc Heartbleed, qu'est-ce que c'est? Voyons voir ce qu'en dit Wikipédia. Donc c'est sorti en 2014. C'était introduit dans le software en 2012, je me rappelais plus de ça. Et en gros, c'est une vulnérabilité qui permet via un buffer overread, comme ils appellent ici,
de lire dans la mémoire du serveur qui exécute le service OpenSSL. Du coup, quand il est sorti, il y a un paquet de hackers et de hackeuses qui se sont amusés à regarder un peu ce qui traînait dans les serveurs, dans la mémoire des serveurs. Et il y a pas mal de choses intéressantes qui traînent dans la mémoire des serveurs. Ça peut être des directories web qui sont pas destinés au grand public. Ça peut être des données sensibles en clair. Et ça peut être ce qui était le plus souvent recherché. Il y a carrément des scripts pour les dumper des clés privées RSA. Donc nous, a priori, la clé privée RSA, on en a déjà une, donc c'est pas ça qu'on va chercher. Mais on verra bien. Toujours est-il que donc Heartbleed affecte le SSL, et donc pour rappel, pour le SSL, c'est sur la couche OSI, voyons voir, couche OSI, SSL. Je sais pas si on va trouver un beau schéma, je n'ai pas préparé à l'avance. Voilà, donc là, c'est pas mal ça. Donc on a les différentes couches du modèle OSI du réseau. Et donc quand on fait le scan and map, donc on cherche ce qui est ouvert, fermé au niveau TCP. Et j'ai pas fait le scan UDP, mais on aurait dû le faire dans un second temps. Et donc après, quand on creuse tout ce qui est faille du top au WASP10, on est niveau applicatif. Mais il faut pas oublier donc que quand on est en HTTPS, il y a une couche en dessous, donc la couche présentation, qui concerne donc la présentation de la donnée et qui, quand c'est chiffré, utilise SSL et maintenant TLS. Du coup, j'en profite aussi pour faire une petite aparté. Quand vous utilisez, quand vous payez quelque chose sur un site internet, vous avez l'habitude de regarder, d'ailleurs on peut le faire sur Wikipédia, de checker ici qu'il y a bien le cadenas vert. Et vous pouvez même aller vérifier le certificat. Et il y a certaines entreprises qui cassent les flux SSL. Et après, je dirais même qu'il y a certains gouvernements qui cassent les flux SSL, mais ça, ça ne concerne pas en France. Et du coup, il y a les gens qui se connectent sur leur site personnel dans les entreprises qui ont tendance à oublier. Normalement, ils ont signé une charte où c'est écrit que l'entreprise casse le flux SSL. Mais bon, les gens l'oublient, et du coup, quand je travaillais dans un SOC, j'ai fait un paquet de SOC d'ailleurs, où ils ingurgitent dans le SIEM le flux SSL cassé, donc le niveau, pas les logs, mais carrément les flux réseau, et du coup, on voyait passer en clair un paquet de mots de passe, notamment des mots de passe privés. Et du coup, ça c'est parce que les gens se connectaient donc sur un site, même en HTTPS, mais comme le flux SSL était cassé, on voyait tout en clair. Et si vous êtes chez un client et vous voulez vérifier qu'il casse le flux SSL ou pas, vous avez juste à vérifier le certificat. Et si le certificat View Certificate, si vous avez par exemple sur Wikipédia le certificat qui est bien marqué Wikipédia ici, c'est bon, il casse pas le flux SSL. Par contre, si vous avez le nom de votre entreprise qui est là, c'est qu'il casse le flux SSL. Et pourquoi ça marche sans vous mettre un pop-up? C'est tout simplement qu'ils mettent dans le navigateur client web le certificat racine, et du coup c'est autorisé que l'équipement en face avant la sortie sur internet casse le flux. Donc voilà, si vous êtes un peu parano comme le sont tous les hackers et toutes les hackeuses, vous pouvez vérifier comme ça si le client chez qui vous êtes casse le flux SSL. Et au passage aussi, un deuxième petit rappel, dès que ma voix revient. J'ai fait donc une mission dans un port maritime en Afrique. Et en fait, j'ai été très surpris parce que j'avais 4 jours de tests internes. Et à la fin du 3e jour, j'avais toujours pas réussi à être domaine admin. Donc j'étais là, dis donc, quand il y a quelqu'un... quand il y a des bonnes personnes dans la blue team, c'est assez costaud... et on n'arrive pas à devenir domaine admin rapidement. Du coup, j'ai abandonné mes différents objectifs secondaires et je me suis focalisé sur mon objectif principal, qui était donc de prendre le contrôle de l'application qui gère le port, en gros.
Et en fait, cette application, quand je me suis focalisé dessus, tout simplement, elle était en HTTP et pas en HTTPS. Donc j'ai pu faire un man in the middle, faire passer les flux par ma machine et du coup récupérer des credentials administrateurs de l'application. Donc le SSL, ça vaut aussi pour l'intérieur des entreprises. C'est maintenant assez communément admis depuis l'extérieur, vous avez quand même rarement un site en HTTP, mais par contre vous avez plein de services en HTTP au sein de l'entreprise. Donc quand l'attaquant ou l'attaquante est dans l'entreprise, il peut utiliser ce gros avantage pour voir ce qui passe dans ses flux et prendre le contrôle des assets critiques. Voilà pour les petites histoires sur le SSL. Donc revenons à nos moutons. Et donc vu qu'on a vu que c'est du Heartbleed, essayons de profiter de cette faille gigantesque. Alors on a plusieurs possibilités pour profiter de Heartbleed. Je sais pas si on utilise celle dans Metasploit ou si on utilise celle dans ExploitDB. On va essayer aller la plus simple au Metasploit et puis sinon on ira sur ExploitDB. Alors je lance Metasploit. En attendant qu'il se lance, je rappelle que si on va sur Acksize, on peut faire une query directement comme ça, tiens. Voyons voir si je fais Metasploit. Bim. C'était aussi Drupal Guidon Coton qui parlait de Metasploit. Très bien, donc si je fais search Heartbleed, j'ai un scanner qui va sûrement me dire ok, mais on est déjà au courant avec SSL Scan que c'est ok. Donc utilisons plutôt ce module. Qui fait un fake SSL service to leak memory from client system as they connect. Ah non, mais c'est pas ce qu'on veut ça. Ah, je connaissais pas celui-là. Y a rien sur Heartbleed dans Metasploit. Je vais parler un peu vite alors. Ok, faisons plutôt un searchploit alors. Heartbleed. Ah ouais. Il y a plus uniquement des scripts au niveau de ExploitDB. Bon, ça me va bien, utilisons ces scripts. Alors, lequel on va utiliser? Donc on en a... Ils sont tous sortis à peu près en même temps. 32, 769. Et donc il y en a deux qui parlent de Information Leak, un qui parle de Memory Disclosure, et l'autre aussi de Memory Disclosure. Et on va voir si on fait donc un searchploit-x sur le Memory Disclosure. Quick and Dirty Demonstration. Donc en gros il dump ce qu'il peut de la mémoire. Ouais, c'est très bien ça. Essayons ça. Donc je vais faire un "-m" pour le copier en local. Mirror. Et maintenant que je l'ai dans mon répertoire courant, je fais Python 32745 sur ma cible 10.10.10.79 et je vais rediriger l'output parce qu'en fait sinon ça va popper sur mon écran et ça va être galère pour chercher dedans. Donc il vaut mieux rediriger dans un fichier qu'on va mettre memory from server. Donc grâce au bug je vais pouvoir extraire ce qu'il y a dans la mémoire du serveur. J'ai pas de voix aujourd'hui. Ça revient doucement. Voilà. Alors allons-y, je l'appelle point texte pour faire genre c'est du texte. Et si je l'affiche, donc on voit bien que le serveur renvoie plus de données qu'il devrait, donc il est vulnérable. Et on voit qu'il nous renvoie que des zéros, et donc c'est propre sa mémoire.
Sauf au début où on a un petit peu des trucs. Du coup, l'inconvénient de cette faille, c'est que bah on peut très bien, comme ici, rien avoir d'intéressant dans la mémoire. Et on peut le relancer X fois et je vais faire sans ce truc là d'ailleurs. Et on peut à chaque fois extraire peu de données intéressantes. Donc c'est un peu bonheur la chance en fonction du moment où on l'exécute, qu'est-ce qu'il y a en mémoire. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de jouer avec la cible. Parce que du coup ça va changer le contenu de la mémoire en fonction de ce qu'on exécute sur la cible. Donc, par exemple, je sais pas, si je fais une tentative d'injection de commande genre ls submit, on voit que ça marche pas. Si je relance Heartbleed, est-ce que ça change quelque chose au contenu de la mémoire? Ah, on voit ma requête. Enfin, on voit une requête en tout cas, je sais pas si c'est la mienne. Content application. Qu'est-ce que c'est que ça? On va le faire où? On va le faire ici. Donc si je fais un echo, là on a une variable qui est initialisée en mémoire avec un contenu qui ressemble à du base 64. Donc évidemment, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de décoder ce base 64 pour comprendre ce qu'il y a dans ce contenu. Et on voit Heartbleed believes hype. The hype. Donc une variable texte est initialisée quand on appelle apparemment le script PHP decode.php avec cette valeur. Donc là j'avoue par contre c'est pas super réaliste parce que what else quoi. Pourquoi là cette variable aurait un intérêt? Mais bon, comme la seule chose qu'on a récupéré sur la machine c'est un certificat SSH et que ce certificat SSH nous demande une clé, eh bien j'ai envie de tester si par hasard ça serait pas la clé de ce certificat. Ça serait pas le mot de passe, pardon, de cette clé ou de ce certificat. Donc ça va remettre 3 plombs comme tout à l'heure. Et bingo. Donc là on voit que en rentrant cette clé, ça me demande un mot de passe route. Alors que si je rentrais, en rentrant ce mot de passe, si je rentrais pas ce mot de passe là, et que je mettais Toto, c'est vrai que j'ai même pas essayé tout à l'heure de mettre Toto. On va mettre Lisbeth, c'est mieux que Toto quand même. Voilà, ici si je mets Lisbeth, ça me dit bien que la clé est pas bonne. Donc on a bien trouvé le mot de passe de la clé privée. Par contre, on voit qu'on peut pas se loguer en route directement. Donc il faut trouver un login. Alors là pareil c'est pas super réaliste, mais comme on a comme mot de passe Heartbleed believes hype, on peut se dire que peut-être, et en plus on a le nom du fichier hype_k, donc hype pourrait être le login. Donc testons et remplaçons par hype. CTRL-SHIFT-C pour mettre un copier du mot de passe en attendant qu'il m'affiche le prompt. CTRL-SHIFT-V pour coller ce mot de passe et bingo, on a un accès SSH à la machine, à la machine. Et du coup on tombe sur un répertoire /home/hype. Donc c'est une belle avancée dans le piratage de cette machine. Alors,
Maintenant, on va voir déjà si le flag est pas présent quelque part. Il n'est pas à la racine, ils l'ont peut-être mis dans le desktop. Yes, il est bien là. Alors, je vais juste faire une pause 2 minutes. Oui, donc j'ai oublié de préciser au fait que si vous avez pas fait le lien Valentine, je pense que c'était en lien avec la Saint-Valentin, donc avec les cœurs, tout ça, et du coup, d'où le Heartbleed. Et donc je pense qu'il y a des gens qui ont poney la machine direct en faisant Heartbleed d'entrée parce qu'ils ont compris le lien avec le nom de machine Valentine. Mais enfin, en utilisant mon process classique de pentest, je l'aurais trouvé grâce au SSL scan le Heartbleed. Donc là j'affiche les 4 premiers caractères du flag user, donc c'est tout bon, on a le premier flag. Donc seconde étape, devenir root pour choper le flag qui est dans /root, à laquelle on n'a pas accès. Donc comment devenir root? On a utilisé un paquet de méthodes différentes dans les précédentes machines. Et aujourd'hui, je vais m'inspirer justement du blog que je vous ai introduit au début de la vidéo, Security Queens, puisqu'elles ont aussi fait un article pas trop mal sur l'élévation de privilèges Linux. Il est pas trop mal parce que bon, après il y en a un paquet d'articles et de scripts qui énumèrent les possibilités, mais j'aime pas mal, enfin ce que j'aime bien c'est l'ordre un peu de vérification. Souvent la version de kernel est vérifiée à la fin, alors que elles disent de checker d'entrée avec le uname-a la version du kernel. Et c'est vrai que c'est quand même un des vecteurs les plus courants d'élévation de privilèges sur Linux, c'est la version du kernel. Et quand on a une version de kernel qui est trop ancienne, la faille la plus couramment, et elles en parlent ici, utilisée, c'est le fameux dirtyco. Alors, dirtyco, si on regarde sur internet, dirtyco, qu'est-ce que je pourrais mettre, kernel version. Dirtyco Ninja, voilà, donc c'était lui aussi il a bénéficié de son site web et de son logo. Et je cherche en fait l'endroit où ils disent quelles sont les versions affectées. Maybe not, bien sûr que si. 2.1. Il y en a un paquet d'infos. Bon bah on va checker. Ah voilà, ça c'est les différents POC de dirtyco. Et est-ce qu'il veut pas me donner quelque part les versions kernel affectées? Voilà. Là c'est plutôt un exploit pour dire s'il est vulnérable. Mais ça on le fait pas trop dans les pentests parce que dirtyco c'est quand même dangereux dans le sens où on peut quand même faire planter la machine au niveau kernel, donc bien planter la machine. Donc on s'amuse pas d'ailleurs pas trop à l'exploiter, j'ai rarement des clients qui m'autorisent à exploiter dirtyco. Alors que c'est super répandu et super efficace. Bon par contre j'arrive pas à trouver l'info que je veux. Dirty, reprendre peut-être Wikipédia. Est-ce qu'on a l'info sur Wikipédia? Alors, since 2.6.22 jusqu'à 4.8.3, 4.7.9, 4.4.26. Donc on voit qu'il y a un sacré paquet de kernels qui sont affectés. Et le 3.2.23 en fait partie. Du coup, exploitons dirtyco. Donc pareil, si on fait la recherche qu'on a fait tout à l'heure sur Heartbleed,
ici par exemple, donc searchploit dirtyco, nous résulte, parce qu'il faut peut-être un espace. On voit qu'il y a donc un paquet d'implémentations de ce dirtyco, et il y en a une que j'apprécie particulièrement moi, parce que je l'ai quand même beaucoup utilisé, et il y a quand même des versions qui sont un peu foireuses, ou qui marchent moins souvent que d'autres. Et celle qui marche le plus souvent, enfin en tout cas d'après mes tests à moi, je dis pas que c'est représentatif, mais en tout cas j'en ai fait quelques-uns, et ma préférée du coup c'est la 40839, qui a tendance à mieux marcher que les autres. Donc je fais un searchploit-m de la 40839 pour la copier en local, et je l'envoie sur la cible avec un SCP, hein, donc 40839. Il faut que je mette un -i pour dire qu'on va utiliser la clé hype.key, et c'est sur hype.10.10.10.79 /home/hype. C'est bien ça. Donc il met 3 heures avant de me demander la passe-phrase qui est ici. CTRL SHIFT V, bim. Donc c'est censé avoir mis le fichier ici. Si on regarde en détail, on voit que N50, pardon, bim. On voit que dans les commentaires du début, ils disent les options de compilation à utiliser. Ah oui, au fait, j'ai pas dit, enfin j'aime bien aussi celle-là parce que elle a été codée par Christian Firefart Melmauer, et donc je lui rends un peu hommage parce que d'habitude j'utilise GoBuster, et GoBuster c'est codé notamment par Firefart. Et comme là dans cette vidéo on n'a pas utilisé GoBuster, il fallait bien que j'utilise un produit de Firefart ailleurs dans l'exploitation de la machine. Du coup, bah allons-y, hein, compilons ce fichier avec les paramètres précisés dans le code source. On va l'appeler Lisbeth. Crypt. Donc là on a de la chance, hein, la machine qu'on a poney a GCC d'installer et la librairie qui va bien installer. Sinon on aurait dû le faire sur une machine, sur notre machine attaquante ou sur une autre machine. Et en plus il faut faire attention à le faire, si c'est un 64 bits, une machine de 64 bits, pas le faire sur une machine de 64 bits, etc. Ou à mettre les bonnes options de compilation pour que l'exécutable soit compatible avec la cible. Bon bah maintenant que j'ai mon fichier Lisbeth qui est là, qui est déjà exécutable, donc je vais faire un /lisbeth et qui contient l'exploit dirtyco. Il fait un backup du etc password, très bien. Enter a new password. On va mettre Lisbeth rocks. Et donc c'est là qu'il va tenter d'utiliser dirtyco. Donc dirtyco, c'est un exploit qui utilise du, qu'on appelle ça, du racing là. Ça doit être écrit quelque part par là. Race condition, voilà. Donc en fait ça fait la course sur... Tiens d'ailleurs il a l'air d'avoir un beau schéma. Ouais, c'est pas si clair que ça. Mais globalement l'idée c'est que les accès à certaines ressources sont possibles. Si on arrive à taper la ressource à un moment, genre à la microseconde, où elle est dans un état qui permet d'être accessible, et ben du coup, comme cette ressource permet derrière d'être root, et ben du coup, en essayant de taper cette ressource plein de fois avant le process légitime, on va pouvoir construire, donc avec un mmap apparemment, un process qui va derrière nous permettre d'être root. Donc le script, enfin le code là de Firefart, lui va tenter d'ajouter la ligne ici présente à etc password, c'est pour ça qu'il fait un backup au cas où il se loupe. Et si ça marche,
on devrait pouvoir donc se loguer avec un utilisateur Firefart, avec le mot de passe qu'on a tapé là, qui aura les droits route. Bon après, il va peut-être me faire mentir. Et en plus je sais pas si je vais pouvoir le taper en SSH direct. Ça se tente hein. SSH Firefart at 10.10.79. Il a pas encore fini mais en attendant, ça coûte rien de tenter. Le suspense est à son comble. Ça me demande un mot de passe, c'est bon signe déjà. Permission T9. Je retente au cas où j'ai mal tapé. Mais ça a pas l'air d'être bon. Ah. Pas. Bon, si ça met trop de temps, je vous épargne l'attente avec une pause. Et voilà, il suffit d'attendre quelques secondes de plus et on voit que Don, il a réussi. Et donc si on affiche le fichier etc password, on voit quoi? Ah si, il l'a mis là, au début. Et donc si je fais un su Firefart, avec le mot de passe Lisbeth, si je tape comme il faut, Lisbeth Rocks, bim, je deviens Firefart, et Firefart a le GID route. Donc je peux faire un cat route, route.txt, afficher le flag, et moi c'est cat. Et voilà, on a bien accès au flag et on est bien route sur cette machine Heartbleed, Valentine qui utilise la faille Heartbleed. Donc là, l'administrateur a fait deux erreurs. La première, c'est qu'il n'a pas patché OpenSSL. Donc ça permettait d'avoir accès à des données sensibles sur dans sa mémoire carrément, dans la mémoire du serveur. Et il a mis une clé SSH privée, même si elle nécessite une passphrase sur un répertoire public. Donc ça c'est les deux erreurs qui ont permis d'avoir la main sur le serveur en SSH. Et la troisième erreur, c'est de ne pas avoir patché son noyau, qui était vulnérable à Dirtico. Donc on a pu devenir root derrière. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a plu ou pas d'ailleurs. Donc je rappelle aussi, si tu es une hackeuse ou une apprentie hackeuse dans les environs de Toulouse, n'hésite pas à nous faire signe, comme ça tu pourras rencontrer les filles de Hacksize. Et il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander.